Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Société. Au lendemain de la 26e journée mondiale de lutte contre le sida, nous avons voulu dresser un état des lieux de la situation, rappeler surtout les dispositifs de prévention mis en place dans le département et plus particulièrement à Saint-Quentin-en-Yvelines. En plateau avec nous, le docteur Alix Groder-Belan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du centre de dépistage gratuit et anonyme, le CDAG, qui est basé notamment à l'IPS de Trappes. Et vous êtes aussi médecin à l'unité des maladies infectieuses et tropicales au sein de l'hôpital Mignot du Chêne. Je vous demanderai bonsoir, un habitué de TVFil. Merci de nous avoir rejoints. Ça prouve l'engagement de TVFil dans la lutte contre le sida. Mais ce n'était pas pour faire dire ça à Jérôme Mondré, mais c'est une cause importante qui nous tient à cœur. Président d'HF Prévention, une association qui intervient en Ile-de-France, pas que, mais surtout en Ile-de-France, et notamment dans les Yvelines, au plus près des populations. C'est peut-être ça la marque de fabrique d'HF Prévention. Oui, c'est les populations invisibles. Ouais. Et vous avez également une antenne IPS, à l'IPS de Trappes. Et puis Xavier Villain, bonsoir. Merci beaucoup de votre participation. Vous êtes trésorier de l'association et vous êtes également malade séropositif depuis plusieurs années. Alors, zéro nouvelle infection du VIH, zéro discrimination, zéro décès dû au sida, c'est le thème retenu en 2014 pour cette journée mondiale du sida. Et l'objectif, c'est toujours d'éradiquer l'épidémie dans le monde d'ici 2030. Ça paraît un objectif atteignable? Ça paraît surtout illusoire, mais effectivement, donc, les gens aiment bien se projeter en disant que la lutte contre le sida, il y aura une fin. On espère tous qu'il y ait une fin. Malheureusement, dans le pipeline médicamenteux, c'est-à-dire la recherche, pour l'instant, il n'y a rien avant au moins 20 à 30 ans. Et la recherche vaccinale patine, avance, mais patine quand même. Donc, c'est pas pour demain. Et nous, le conseil, c'est effectivement de continuer à faire ce que disent effectivement les autorités, c'est-à-dire le pilier de la prévention et le pilier du dépistage. La prévention, ça passe par le préservatif. Le dépistage, effectivement, c'est important de connaître son statut. Et c'est vrai que pour le coup, ça permettrait vraiment d'endiguer à terme peut-être le virus du sida. Donc 2030, c'est pas pour bientôt. On va parler du vaccin et évidemment des dépistages et de la prévention. On le sait toujours à l'occasion de la journée mondiale du sida, on a tendance à nous donner beaucoup de chiffres. Les chiffres sont assez alarmants. Non mais les chiffres c'est important. Mais là du coup on nous abreuve de beaucoup de chiffres. On a l'impression une fois par an seulement. Et ils sont assez alarmistes. Notamment ces deux chiffres. Il y a une enquête de la SMEREP de mai 2014 qui dit que deux étudiants sur 3 n'utilisent pas systématiquement le préservatif. 31% affirment même ne jamais se protéger. Et l'an dernier, un peu plus de 11 800 personnes ont été dépistées positives au virus VIH du sida. C'est un chiffre publié par l'INVS en augmentation de 7% par rapport à 2011. Il faut forcément s'en inquiéter. Et pourquoi ce relâchement, entre guillemets ? C'est une explosion du chiffre, tout simplement parce que jusqu'à présent, on nous disait, vous savez, il y a toujours 6 à 7 000 cas de contamination. Là, il faut rappeler, effectivement, 11 800 personnes ont été découvertes séropositives en 2013. On était venu l'année dernière vous dire qu'il y avait un vrai problème, que nous, on ressentait que sur le terrain, qu'il y avait de plus en plus de personnes séropositives et qu'il y avait de plus en plus de personnes qui découvraient leur séropositivité. On avait fait aussi cas dans les universités qu'il y avait un vrai problème et un vrai relâchement de la prévention, que les jeunes n'utilisaient plus le préservatif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a sorti l'application TUP pour trouver donc des préservatifs. Mais effectivement, ça se traduit aujourd'hui dans les chiffres, des chiffres qui sont effectivement nationaux. 7% de plus de personnes séropositives, c'est juste scandaleux. Aujourd'hui, effectivement, il faudrait beaucoup plus de prévention, beaucoup plus de prise de conscience de la part des gens, parce qu'on ne pourra pas continuer avec une épidémie qui repart. On avait réussi effectivement à la stabiliser, nous on continuait à dire que ce n'était pas suffisant, mais là, effectivement, si ça repart, ça va poser effectivement un vrai problème. Quel regard, docteur Alix Groder-Belan, vous portez justement sur ces chiffres ? On voit qu'il y a une nette augmentation, une nette recrudescence des nouvelles contaminations. Il y a sans doute eu une prévention un peu différente, qui est plus ciblée. Beaucoup de gens se sentent moins concernés ou peu concernés, notamment les jeunes. Certaines personnes réagissent en disant maintenant on a un traitement, on a une trithérapie efficace, donc au pire, si je suis contaminée, je prendrai le traitement. Les médicaments. Alors que c'est quand même des traitements qui sont lourds, qui ont des effets secondaires, qui aujourd'hui en tout cas sont quotidiens. Et donc ça reste quelque chose de quand même très 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 lourd. Alors c'est vrai que les traitements ont fait énormément de progrès, c'est vrai que grâce aux trithérapies ça a changé la vie des gens, c'est vrai qu'on a vu après 1996 les gens arrêter de mourir et maintenant on a un pronostic bien meilleur pour les personnes qui sont séropositives, mais ça reste une maladie chronique avec un traitement très lourd. Il faut dire une maladie lourd. dont on ne guérit pas. C'est une maladie aujourd'hui dont on ne guérit pas. Le traitement, même les meilleurs traitements qu'on a actuellement, efficaces, trithérapie, etc., c'est un traitement qu'on doit prendre à vie.
dès qu'on arrête le traitement, même si on a pris le traitement pendant 10 ans, très bien, dès qu'on arrête le traitement, on sait très bien que la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus présente dans le sang, va remonter au bout de 10, 15 jours, en fonction des gens, ou 3 semaines, enfin, dans un délai assez court. Xavier Villain, alors je dis, vous êtes séropositif depuis plusieurs années. À quel moment vous avez détecté votre... En 2002. En 2002. Voilà. Alors quand le docteur Alix Groder-Beland parle effectivement de traitements qui sont assez lourds, vous confirmez, c'est ce que nous disent en général tous les malades? Oui, c'est-à-dire que dans 2002, c'était l'apparition des thérapies qui étaient là en quantité de prise de médicaments. Avec l'évolution depuis 12 ans, on est arrivé à avoir des traitements avec une prise, en monoprise par jour, c'est-à-dire qu'il y a un cachet par jour à prendre. Bon, ça facilite le mode de prise de ces médicaments. Alors ça facilite le mode de prise de ce médicament, mais est-ce que ça évite les effets secondaires Ça en a retiré quelques-uns d'effets secondaires, c'est-à-dire les effets secondaires qui sont plus visibles. Et donc, on a des effets secondaires plus invisibles qui sont plus, on va dire, de l'ordre des organes qui vont plus souffrir par rapport, par exemple, le cœur, les reins, le foie. Bon, il y a toutes les choses qui vont se mettre en place, problèmes cardiovasculaires qui s'écartent plus vite par rapport à ces traitements. Bon, mais on a que ça, on n'a pas le choix de les prendre pour continuer à vivre. Ça nous aide à vivre malgré ces traitements. Ouais, donc il faut tous les jours, prenez un... Voilà, tous les soirs, je prends mon comprimé en mangeant et je suis tranquille jusqu'au lendemain soir. Ouais. Mais c'est comme une épée de Damoclès sur la tête, non? Parce que comme disait le docteur, il ne faut pas oublier son médicament. Oui, parce qu'il ne faut pas il faut essayer de ne pas l'oublier. Ça peut arriver, mais après, c'est vrai que tant qu'on n'est pas dans les 7 jours d'oubli, il n'y a pas d'inquiétude. Mais voilà, il faut avoir une observance, c'est très important pour justement garder ces charges virales indétectables et puis se protéger soi-même et protéger les autres aussi autour de soi par rapport à la maladie. Et 12 ans après donc, avoir déclaré votre séropositivité, vous vous portez comment? Il y a des hauts et des bas comme tout le monde, mais la fatigue est toujours là. Donc c'est ce qui est plus difficile à cette maladie, c'est la fatigue qu'on ressent parce qu'on est dès qu'on a beaucoup d'activité, on est moins à même par rapport à la maladie déjà elle-même, puis les traitements qui sont assez lourds. Donc on a besoin d'être repos, d'être assis un peu plus souvent que d'autres personnes qui vont être séronégatives, qui vont être plus à même à travailler. J'étais un employé pâtissier avant, et je restais 12-13 heures par jour debout, que là maintenant, au bout de 3 heures, il faut que je m'assoie. Et vous avez arrêté de travailler? J'ai arrêté de travailler depuis. Est-ce que le regard des autres a changé sur vous? Parce qu'on parle, c'est vrai, souvent de la discrimination qui est portée sur les malades séropositifs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous, ressenti? Moi, personnellement, non. C'est-à-dire que je n'y porte pas attention. Personnellement, ça ne me gêne pas. Je suis assez ouvert là-dessus. Et puis, le regard des autres m'est indifférent parce que, autrement, ça me protège en même temps. Parce que si je commence à faire attention aux opinions des autres, je serais plus à force de vivre. Donc, automatiquement, je préfère me protéger. Moi, voilà. Et après, le reste, il y a des gens qui se sont discriminés, bien sûr. On combat la sérophobie. C'est ce qu'il faut. Mais bon... on ne peut pas empêcher la bêtise humaine des gens. C'est comme pour toute autre maladie. C'était pour le cancer il y a quelques années. On considère le cancer comme la peste. Bon, SIDA, c'est pareil. Il faut encore un peu de temps pour laisser passer les choses. C'est bien. Alors, vous êtes philosophe. Quel regard vous portez sur justement... alors, ce sont des chiffres, mais quand même, quand vous entendez que 31% des étudiants affirment ne jamais se protéger, que 2 étudiants sur 3 n'utilisent pas systématiquement le préservatif, vous dites quoi? C'est... Waouh! Oui, mais... C'est une vie qui peut basculer de l'autre côté en quelques secondes parce que... voilà, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'aussi c'est un peu aussi un retour qu'on a par rapport à... depuis quelques années. Madame nous disait tout à l'heure, c'est vrai, depuis 1996, avec les trithérapies, on nous dit c'est une maladie chronique, on dit les traitements, ils sont plus allégés. Oui, donc les gens, ce qu'ils ont, ils vont prendre plus de risques parce qu'automatiquement, on va se dire, bon, c'est rien, c'est comme un diabète, c'est comme autre chose. Je prends un médicament, puis ça mieux, j'ai mal à la tête et je prends un efferalgan. J'ai le VIH. Je prends une pilule par jour. Mais ils ne se rendent pas compte derrière, à long terme, ce que ça fait. Et donc, c'est le relâchement. Et puis aussi le problème du préservatif. C'est pour ça qu'il faut retrouver les bons moyens, comme HF fait au niveau de la prévention avec M. Mme Capote, avec TUP, avec tout, de vraiment de rendre le préservatif ludique, on peut dire, pour que les gens se rapproprient, parce que c'est les jeunes, J'ai l'impression que c'est devenu quoi, une contrainte, le préservatif?
C'est-à-dire que les jeunes, ils n'ont pas vécu les années SIDA. Ouais. Donc effectivement, c'est des années qui ont tué énormément de gens. Alors aujourd'hui, on meurt plus du sida. Effectivement, le ministère, les agences régionales de santé, les médecins disent voilà, c'est une maladie chronique. Il ne faut quand même pas oublier que les trithérapies sont des bombes nucléaires qu'on lâche dans l'organisme et qui peuvent effectivement, au fil du temps, ravager l'organisme. C'est pas une bonne idée aujourd'hui en France d'être séropositif ou de devenir séropositif parce qu'effectivement, il y a beaucoup de discrimination. Alors Xavier a pas forcément subi lui ce type de discrimination. Nous, on a pas mal d'adhérents qui effectivement ont ce type de difficultés. Et c'est vrai que HF Prévention a une approche un peu différente par rapport aux autres structures associatives. Nous, on va être beaucoup plus dans le jeu ludique, le fait d'amener monsieur et madame Capote dans des universités. C'est pour ça aussi qu'on fait les universités. Rendez-vous compte, 50 ans en Yvelines, presque 600 et quelques dépistages, 13 personnes séropositifs, 12 étudiants. 12 étudiants. Moins de 25 ans. On avait alerté à plusieurs reprises les pouvoirs publics en disant ce n'est pas normal qu'effectivement on dépiste des jeunes de moins de 25 ans qui sont séropositifs et on se rend bien compte aujourd'hui qu'avec les chiffres de l'Institut national de veille sanitaire, on est bien sur les moins de 30 ans qui sont effectivement de plus en plus contaminés et on est bien sur les plus de 45 ans, effectivement ce qu'on avait dit, les périodes un peu charnières, les divorces, le fait de changer ses habitudes, le fait d'être dans du multipartenariat sexuel, c'est effectivement ce qui nous mobilise à HF Prévention pour continuer à faire du ludique, à sortir des applications ludiques comme TUP, où effectivement on va à la rencontre des gens, voir les gens, et c'est vrai que c'est quand même inquiétant d'avoir un relâchement de la population générale. Parce que vous dites il faut revoir peut-être les méthodes de prévention, et pourtant la France, en matière, parmi les pays de l'Union européenne qui ont communiqué leur activité de dépistage du sida en 2012, la France est quand même arrivée en tête, suivie par la Belgique. Donc ça veut dire qu'on dépiste beaucoup en France, mais pourtant il y a des CDAG qui existent, qui sont nombreux. Tout à fait, on dépiste beaucoup en France, on dépiste beaucoup dans les CDAG, mais sans doute que la population, on dépiste beaucoup, c'est-à-dire on fait beaucoup de tests de dépistage, mais finalement on ne trouve pas beaucoup dans les centres de dépistage anonymes et gratuits de personnes séropositives. Comment vous l'expliquez ? Alors, je pense que les gens qui viennent sont des gens qui sont déjà un peu informés, qui ont déjà des notions de prévention, qui se sentent responsables et donc qui viennent, notamment, par exemple, des jeunes qui sont en couple, qui décident d'arrêter le préservatif, ils viennent tous les deux faire le test. Donc, c'est une très bonne initiative qu'il faut encourager. Effectivement, ils sont souvent, heureusement, même presque tout le temps, négatifs. Donc, après, c'est la question d'aller chercher les gens qui sont contaminés là où ils sont. Pourtant, il faut rappeler que dans un CDAG, c'est anonyme et gratuit. C'est anonyme et gratuit. Il faut quand même se déplacer dans les endroits où se font les dépistages. Un certain nombre d'hôpitaux, parfois dans des endroits autres que les hôpitaux, comme ici à Trappes, à l'Institut de promotion de la santé, donc à l'IPS. Après, je pense qu'il y a aussi toute une partie de dépistage qui est faite par les associations et qui est plus le travail, à mon sens, des associations qui font de la prévention, d'aller dans des lieux de rencontre spécialisés ou dans des endroits où on sait qu'il y a une prévalence élevée. C'est ce que fait HF Prévention. C'est effectivement ce qu'on dit. Les CDAG, on a un maillage territorial qui est formidable. On a des centres de dépistage anonymes et gratuits. Et ça, c'est une richesse que la France a. Effectivement, on a des bons professionnels de santé partout sur le territoire qui reçoivent un public et il y a une vraie utilité au centre de dépistage anonyme et gratuit. Moi, c'est ce que je dis souvent, ils sont un peu le phare dans l'obscurité, l'endroit où les gens savent qu'ils peuvent se faire dépister de manière anonyme et de manière gratuite. Ça, c'est vraiment un réseau qu'il ne faut pas perdre, parce que du coup, même pour nous qui sommes effectivement associatifs et qui faisons du dépistage, on renvoie énormément sur les centres de dépistage anonyme et gratuit, parce que c'est leur métier que de pouvoir effectivement dépister toutes les autres maladies sexuellement transmissibles. Nous, aujourd'hui, on ne fait que le VIH. Demain, il y aura l'hépatite C, il y aura la syphilis, mais en attendant, effectivement, on ne sera jamais en capacité de faire toutes les IST. Il y a un vrai travail de partenariat qui est fait en réalité avec les centres de dépistage anonymes et gratuits. Et ça, c'est très important, oui, pour les autres important de le souligner, infections. Parce qu'effectivement, on ne trouve pas beaucoup dans les centres de dépistage anonyme et gratuit de personnes séropositives pour le VIH. En revanche, on trouve un certain nombre de syphilis non négligeables. Il y a une recrudescence de la syphilis actuellement. Et on trouve beaucoup, alors là, de chlamydia, qui sont des infections qui sont sexuellement transmissibles, beaucoup moins connues du grand public, qui sont faciles à traiter, qui peuvent avoir des conséquences, notamment en termes de fertilité chez la femme. Facile à traiter quand c'est traité tôt, quoi, je et quand c'est pris en charge, quand c'est dépisté.
Et donc, c'est l'intérêt de ces centres de dépistage anonyme et gratuit, surtout quand on peut être sidiste en même temps, c'est-à-dire de dépister les autres infections sexuellement transmissibles. Ce qui n'est pas le cas à Trappes, mais ce qui est le cas à Millau. Voilà, exactement. Permet d'élargir beaucoup plus et d'avoir un discours de prévention de l'ensemble des infections sexuellement transmissibles et pas seulement sur le VIH. On va faire une petite pause dans cette émission. On va aller à la rencontre des habitants de Saint-Quentin en Yvelines. On leur a posé la question, pensez-vous que l'on fasse assez en matière de prévention ? Non, je ne trouve pas justement que l'on fasse assez de prévention pour le sida, qu'on ne parle pas assez de la protection. Pas seulement auprès des jeunes, hein. Il y a des gens d'un certain âge qui ne se protègent plus. Je pense qu'il y a assez de prévention, mais peut-être que les gens, ils n'en tiennent pas trop compte. C'est aux jeunes de se prendre en main, et comprendre qu'il y a un malade avec cette maladie, qu'il faut faire attention, c'est tout. Oui. Il faudrait plus d'intervention dans les collèges, dans les lycées. Pourquoi pas même sur les tranches d'âge un peu plus petites. Et puis après, essayer de faire plus de reportages, plus de médias sur le sujet. Je trouve que comparé à l'époque où moi j'étais ado, en fait, je trouve qu'on en parle beaucoup moins. C'est toujours des effets de mode, donc à l'époque on en parlait beaucoup, maintenant on en parle moins. Est-ce que ça touche moins de gens ? Je pense pas. Allez, de retour sur le plateau du 7-8 Société pour parler du VIH et du sida. Alors on a parlé des jeunes, il ne faut effectivement pas oublier les seniors. Il y a une personne qui en parle dans ce micro-trottoir. 18% des séropositifs testés en 2012 avaient plus de 50 ans, 12% avaient moins de 25 ans et 70% avaient entre 25 et 49 ans. Je voudrais maintenant qu'on parle de trois thématiques. D'abord le TUP. Voilà, parce qu'on en a parlé, mais les gens ne savent pas ce qu'elle parle. Le TUP, c'est une application sur mobile pour connaître les lieux où trouver des préservatifs. On se dit, c'est simple de trouver des préservatifs, il n'y a pas besoin d'avoir une application pour ça. Ça fait des années que les gens attendent des TUP, et c'est vrai que pour le coup, ça fonctionne bien. Alors TUP, c'est effectivement pour trouver un préservatif, mais c'est aussi pour trouver un lieu de dépistage, et on entend par lieu de dépistage les centres de dépistage anonymes et gratuits, les phares dans l'obscurité, comme Alix qui est effectivement donc à Trappes ou donc à Versailles, mais aussi donc ça permet de trouver les unités mobiles puisqu'on a référencé donc les fameux tests rapides d'orientation et dépistage que HF Prévention fait, mais on retrouve aussi toutes les structures qui font du TROD, le fameux TROD, le test rapide, et ça on le retrouve donc sur une map, on se géolocalise, on peut trouver et les préservatifs et les lieux de dépistage. Nous on souhaitait vraiment faire une application. Et les tests rapides, simple. C'est bien, ça n'a rien à voir avec les autotests. Non, ça n'a rien on à va voir parler avec dans les quelques autotests. instants, je voudrais vraiment avoir votre point de vue sur la question, je pense que ça fait beaucoup débat. Les tests rapides, c'est vraiment des tests encadrés. C'est des tests encadrés, notamment effectivement par des professionnels. On a le résultat dans ou les par des 2-3 associatifs. minutes, mais il y a une association derrière pour Voilà, accompagner. nous on a lancé les opérations 1 minute pour savoir, donc dans les universités, les centres commerciaux, les cœurs de cité, et effectivement les gens peuvent venir se faire tester. Alors grâce à l'application TUP, j'en profite pour dire que Marina Carrère d'Ancos est effectivement marraine de TUP. TUP est une application qui a été en pré-lancement depuis juin. Alors pré-lancement parce que fonctionne bien. Elle cartonne. D'accord. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et effectivement, le lancement a eu lieu la semaine dernière. Un petit mot sur le prix du préservatif. Est-ce que le préservatif est trop cher aujourd'hui en France ? Le préservatif sera toujours trop cher. Moi, je pense oui, parce que ce serait bien de faire des campagnes, c'est vrai, mais bon, voilà, on devrait les donner les préservatifs. Arrêtez, je pense que ça coûterait moins cher que. On en trouve au CDAG, rassurez-nous. On en trouve en CDAG, bien sûr, c'est distribué. Dans les consultations médicales aussi, on peut en donner. Après, il y a dans des associations aussi, on peut en donner. Donc globalement, ça reste quand même trop cher. C'est un frein à l'utilisation, non, quand même il faut juste être conscient qu'une personne séropositive, en termes de cachet, en termes de médicaments et de coûts, c'est environ 2 000 € par mois. Il vaudrait mieux donner les préservatifs. HF Prévention, on distribue, grâce au ministère de la Santé, plus de 180 000. Effectivement, le coût est beaucoup moins. Le ministère de la Santé vous entend, c'est clair, Jérôme, il n'y a pas photo là-dessus. C'est ça, et nous, on continue effectivement à dire que c'est important de les distribuer gratuitement. Et justement, donc l'application TUP permet de trouver les préservatifs gratuits, mais aussi les préservatifs payants. Et juste aussi dire qu'elle a déjà été téléchargée en phase de pré-lancement à 30 000 exemplaires. D'accord, donc ça fonctionne bien. Un petit mot avant de parler des autotests, donc des TROD, on en a parlé, ce sont les tests rapides. Ça fonctionne bien aussi? Les gens sont assez demandeurs? Alors, les tests rapides... Parce que ça évite d'avoir l'angoisse d'attendre le résultat. Le test rapide, ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce qu'on est dans des opérations 1 minute pour savoir. Alors, 1 minute, c'est le temps du test, mais en réalité, avec l'entretien, il y a environ 30 minutes. Mais effectivement, ça leur permet d'avoir le résultat immédiatement. Nous, on en a fait donc sur l'année 2014 plus de 3000. Et effectivement, ça a un vrai engouement. Les gens souhaitent connaître leur statut sérologique, mais souhaitent le connaître rapidement.
Il y a juste quand même une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que dans le test rapide, il y a la période entre le dernier risque pris et le test rapide qui est de 3 mois et qu'il faut bien respecter. Oui, qui est toujours Parce que de c'est 3 vrai mois, qu'avec les tests sanguins, on avait fait des progrès ces dernières années sur ce délai, mais les tests rapides, il faut rester très strict sur les 3 mois pour être sûr de ne pas avoir de déconvenus. Donc on est négatif sur tout ce qui s'est passé jusqu'aux 3 mois avant la réalisation. Donc ça veut dire qu'après un TROD, parce que c'est le nom, il faut toujours mieux faire une vérification. Si en tout cas le TROD est positif, de faire une vérification. De toute ça, façon, c'est en cas de obligatoire. positif, il y a un accompagnement effectivement qui est fait, et qui est fait en tout cas chez nous par une structure associative et par des médecins infectieux. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, quand il y a quelqu'un qui a pris des risques récents, on lui propose en général de revenir plutôt à l'IPS, à l'Institut de promotion de la santé, soit effectivement pour faire un dépistage en CDAG, soit pour que nous, on puisse le revoir donc sur un TROD. Alors les autotests, ils vont être lancés en mars prochain, et donc en juillet, comme on a lu partout dans la presse hier. Ils seront donc lancés en mars-avril, ils seront vendus en pharmacie sans ordonnance, au prix, j'ai lu, d'une vingtaine d'euros. 25 euros. Ouais. 25 euros, ça se fera à partir d'une goutte de sang. C'est une micro-goutte de sang. Micro-goutte de sang. Et les résultats seront disponibles en quelques minutes. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, ces autotests ? Voilà. A priori, vu comme ça, on se dit, on va dans une pharmacie, on prend un test, on se pique, on est séropositif, on fait quoi après ? En fait, il y aura deux bonnes méthodes présentées donc par le laboratoire. Soit effectivement le pharmacien a le temps et vous souhaitez le faire avec le pharmacien, et vous pourrez effectivement dans un cadre il sera formé pour pouvoir bien entendu. Ensuite, c'est effectivement ce qu'on appelle un dextro, c'est une piqûre au bout du doigt. On récupère une micro-goutte de sang. 15 minutes après, effectivement, vous avez le résultat, positif ou négatif, toujours avec l'aspect donc 3 mois, puisque en réalité donc ça ressemble à un TROD, tout bêtement. Donc pharmacie, si je ne veux pas le faire, je veux vite rentrer chez moi. On peut rentrer chez soi. Coin, et là effectivement, tranquille. Oui. Là effectivement, donc, alors nous on a fait partie du groupe d'études donc de lancement des autotests, et on s'est beaucoup posé la question de quel allait être l'accompagnement. Effectivement, ça va se baser beaucoup sur les pharmaciens, mais aussi SIDA Info Service qui devrait répondre aux questions des gens, en cas de positif réorienter les gens, etc. Mais du coup, effectivement, ça pose une vraie question. Vous y êtes favorable à ces autotests ? Je pense qu'il faut voir ça comme une méthode complémentaire de dépistage. Clairement, les gens ne sont pas assez dépistés en France. On parle de 30 000, c'est peut-être plus, de personnes séropositives qui s'ignorent et qui sont à l'origine de 2/3 des nouvelles contaminations. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut absolument que tout le monde soit dépisté. Donc il y a les centres de dépistage anonymes et gratuits, il y a les associatifs qui vont sur les lieux où on a le plus de chances de rencontrer des gens qui sont très à risque. Il y a des personnes qui vont vouloir voir leur médecin traitant et faire ça en attendant, qui ont besoin d'un temps de quelques jours pour réfléchir. Et il y a sans doute des gens qui veulent faire ça eux-mêmes dans leur coin. Donc effectivement, la difficulté, c'est s'il y a un résultat positif, est-ce que la personne est prête et a anticipé le fait que le test pouvait être positif et qu'elle se retrouverait toute seule pour avoir ce résultat positif. Moi, je pense qu'il faut voir ça comme une offre complémentaire de dépistage, sachant que le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de gens dépistés. Vous avez un avis sur les autotests, Xavier ? Sur les autotests, oui. Quand vous avez été dépisté séropositif, vous auriez aimé être tout seul à découvrir ça ? Non, parce que justement, moi, je trouve que c'est important. C'est bien les avancées. Je dis pas, mais est-ce que faut se poser la question, est-ce que la personne est prête à s'auto-tester ? Moi, je vois qu'avec les TROD, on a quand même un questionnaire pré-test et post-test. Donc, on est là avec les gens, on les accompagne. Que là, la personne va être tout seule chez lui, elle va arriver, elle va se le test, qu'est-ce que ça va faire si elle a un positif ? Est-ce qu'elle va avoir la conscience d'appeler ? Voilà, c'est ça qui est important de savoir comment elle va réagir. C'est ça, la personne. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que quand on est séropositif et quand on dépiste, en tout cas des séropositifs, on sait que ça les marque à vie. C'est pour ça que d'ailleurs que nous, on ne dépiste pas entre Noël et Jour de l'An, on ne dépiste pas la Saint-Valentin, on ne dépiste pas dans certaines circonstances, parce que les gens sont marqués effectivement de qui a fait le test. Nous, on a des gens qui reviennent nous voir en nous disant vous vous souvenez de moi, vous m'avez dépisté il y a 1 an, 2 ans, etc. Et c'est vrai que pour le coup, je pense que Xavier, toi, ça doit être pareil. Oui, c'est délicat, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas, c'est déjà une date anniversaire, donc c'est important aussi, je pense, de voir le recul. C'est bien essayé, mais en espérant que les gens
Enfin, moi, ça me fait un peu peur que c'est pas vraiment sous contrôle quand même, ces autotests. Là, ils seront seuls. C'est ça, c'est ça. Ils se souviennent C'est une crainte là-dessus. Merci en tout cas beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau de 7-8 Société. Nous parlons, on aurait pu en parler encore plus longuement, mais merci beaucoup à vous trois. Et avant de nous quitter, je voudrais rappeler quand même certaines données qui peuvent faire tomber certains clichés. Selon l'Institut de veille sanitaire, 56% des personnes ayant découvert leur séropositivité en 2012 ont été contaminées lors de rapports hétérosexuels. 18% des séropositifs, j'en avais parlé tout à l'heure, testés en 2012 avaient plus de 50 ans, 12% avaient moins de 25 ans. Voilà quelques chiffres pour réfléchir. Encore, merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à cette émission. C'est maintenant terminé. Je vous souhaite une excellente soirée.